Bonsoir. Toujours dans le 4e chapitre, mais dans la deuxième partie, les anomalies granulocytaires. Donc, vous savez déjà que les granulocytes comprennent les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles et basophiles. Tous les granulocytes sont responsables de l'immunité innée, contrairement aux lymphocytes qui sont impliqués dans l'immunité adaptative ou spécifique. Parmi les anomalies granulocytaires, on peut distinguer des anomalies quantitatives ou des anomalies qualitatives. Les anomalies quantitatives sont liées avec une perturbation du nombre des leucocytes ou des granulocytes circulants, soit par augmentation ou par diminution. Les anomalies quantitatives sont généralement détectées sur hémogramme qui indique le nombre des cellules leucocytaires, érythrocytaires ou plaquettaires. Par contre, les anomalies qualitatives, ce sont des anomalies qui sont liées avec une modification de la forme cellulaire. Les cellules ici peuvent être des cellules ou des leucocytes anormales. Les modifications morphologiques ou les anomalies qualitatives sont détectables sur un frottis sanguin et non pas sur l'hémogramme. Bien sûr, parmi les anomalies granulocytaires, on doit commencer par les anomalies des polynucléaires neutrophiles parce que c'est la partie où c'est le type cellulaire ou le type des granulocytes le plus fréquent et le plus important. Les polynucléaires neutrophiles sont des cellules issues de précurseurs dans la moelle osseuse rouge et acquièrent certaines propriétés cellulaires après leur passage dans le sang périphérique. Elles deviennent capables de s'attirer en réponse à certaines molécules endogènes ou exogènes et de faire le chimiotactisme, d'ingérer et de détruire les particules étrangères par la phagocytose grâce à leurs nombreux lysosomes ou granules. Le nombre des polynucléaires neutrophiles augmente alors au cours des infections bactériennes. Les anomalies des polynucléaires neutrophiles, bien sûr les anomalies quantitatives, peuvent être soit une diminution, soit une augmentation du nombre des polynucléaires neutrophiles. 1. La polynucléose neutrophile. Cette anomalie correspond à un nombre exagéré de polynucléaires neutrophiles circulants, avec un taux supérieur à 7 giga par litre. Elle peut être physiologique, suite à un stress cellulaire, chez les femmes enceintes ou chez les nouveau-nés, ou encore une anomalie pathologique. Les causes de cette dernière sont principalement les infections bactériennes, notamment les infections par les staphylocoques, parce qu'il y en a des infections bactériennes qui provoquent non pas une augmentation, mais une diminution du nombre des neutrophiles, comme la typhoïde par exemple. Donc les infections bactériennes comme les staphylocoques induisent une polynucléose neutrophile, mais également certains cas inflammatoires. C'est le cas par exemple de l'arthrite rhumatoïde, quelques pathologies primitives de la moelle osseuse rouge comme les syndromes myéloprolifératifs, les leucémies où le nombre est supérieur à 100 giga par litre, ou encore certains cancers solides comme le cancer bronchique avec un taux des polynucléaires neutrophiles qui dépasse les 30 giga par litre. Contrairement à la polynucléose neutrophile, la neutropénie est définie biologiquement par une diminution anormale du nombre des polynucléaires neutrophiles dans le sang sous le seuil de 1,7 giga par litre. En fait, plusieurs mécanismes peuvent être en cause. 1. C'est l'excès de destruction des polynucléaires neutrophiles. Cette situation est très rare et correspond le plus souvent à la présence des auto-anticorps dirigés contre les polynucléaires neutrophiles. C'est le cas donc d'une maladie auto-immune. Le manque de production, bien sûr, médulaire, c'est la situation la plus fréquente et les causes en sont multiples. Parmi ces causes, on peut citer une carence en vitamine B12 ou en acide folique qui perturbe la granulopoèse,
un envahissement tumoral de la moelle osseuse rouge par les cellules cancéreuses, provoquant ainsi l'apparition de l'aplasie tumorale et une diminution, voire une disparition totale de la granulopoèse, un syndrome myélodysplasique, et on a déjà expliqué le mécanisme et les conséquences des syndromes myélodysplasiques, la destruction des précurseurs médulaires des polynucléaires neutrophiles par des traitements médicamenteux ou des agents toxiques. Ici, on a cité la chimiothérapie et le benzène. Le benzène, il est hautement hématotoxique. La conséquence d'une neutropénie est une augmentation du risque, bien sûr, d'infection bactérienne. Bien sûr, les polynucléaires jouent un rôle dans l'infection ou dans l'effet antibactérien. Donc, une diminution de nombre des polynucléaires neutrophiles provoque l'apparition des infections répétées. Donc, la conséquence d'une neutropénie, c'est l'augmentation du risque d'infection bactérienne. Ce risque-là, ou cette infection bactérienne-là, est accompagné avec un syndrome infectieux. Le syndrome infectieux associe les symptômes suivants: la fièvre, la fatigue, les frissons, la tachycardie, des lésions muqueuses, et dans les analyses biologiques, on remarque des neutropénies, une vitesse de sédimentation et un CRP augmenté. Plus que la neutropénie est prolongée et grande, plus que le risque d'infection est profond. C'est-à-dire, une neutropénie entre 0,5 et 1,5 giga par litre expose à un risque modéré d'infection, tandis qu'un taux de polynucléaires neutrophiles inférieur à 0,5 giga par litre, ce qui est appelé également une agranulocytose, donc c'est presque une disparition des granulocytes. L'état d'agranulocytose expose à un risque infectieux bactérien majeur. On passe maintenant aux eosinophiles et aux basophiles. Les eosinophiles sont des cellules granulocytaires qui exercent, en situation normale bien sûr, un rôle dans la réaction allergique et dans la lutte antiparasitaire. Les eosinophilies sont définies par un taux élevé de polynucléaires eosinophiles qui dépasse les 0,5 giga par litre. Et bien sûr, les principales causes sont l'allergie, quelle que soit une allergie respiratoire comme l'asthme ou cutanée comme l'eczéma, des allergies médicamenteuses ou des allergies alimentaires diverses. Parmi les allergies médicamenteuses, on peut citer les allergies ou l'allergie contre l'aspirine ou l'allergie contre le fructose comme allergie alimentaire. Certains cancers solides, certaines némopathies malignes comme les leucémies myéloïdes et finalement bien sûr les infections parasitaires. En ce qui concerne la basophilie, ici je veux dire seulement que la basophilie, bien sûr, elle est définie comme une augmentation de taux des polynucléaires basophiles plus de 0,1 giga par litre. Ici, les basophilies accompagnent généralement les eosinophilies et les polynucléoses neutrophiles. Mais c'est pareil, ils sont toujours associés avec les eosinophilies ou avec les polynucléoses neutrophiles dans les hémopathies malignes. Ça concernant les anomalies quantitatives. Les anomalies qualitatives, qui est due à la déformation cellulaire de un ou de plusieurs types des granulocytes, peuvent être constituées par la présence dans le sang des cellules anormales, comme les cellules tumorales par exemple, ou des cellules normales, mais qui ne devraient pas s'y trouver. Elles sont dominées par les leucémies myéloïdes aiguës et chroniques, mais on peut citer également la myélémie, la maladie de Pell-Gerhouet, la maladie de Shitake-Higashi et la maladie de May-Heglen. En fait, il y en a plusieurs anomalies
qualitative. Mais ici, on va se focaliser sur ces 1, 2, 3, 4 et 5 types d'anomalies qualitatives. Donc, on a déjà parlé des leucémies myéloïdes aiguës et chroniques dans la classification des leucémies. Et on a déjà dit c'est quoi la cause de la leucémie myéloïde chronique et que la leucémie myéloïde chronique s'aggrave à une leucémie myéloïde aiguë si elle n'est pas traitée et avec le temps. Après la leucémie myéloïde aiguë, on a la myélémie. C'est quoi la myélémie? La myélémie se définit par le passage dans le sang de précurseurs immatures de la lignée granulocytaire, les métamyélocytes et les myélocytes, normalement contenus dans la moelle osseuse rouge. D'accord? Donc ici, dans les leucémies myéloïdes aiguës et chroniques, on a la présence des cellules avec un taux anormal ou la présence des cellules granulocytaires anormales. Donc on a ici des cellules tumorales, des cellules cancéreuses. Bien sûr, les cellules cancéreuses sont différentes par rapport aux cellules ou granulocytes normales. Dans le cas de la myélémie, on ne trouve pas des cellules anormales, mais on trouve des cellules immatures de la lignée granulocytaire, comme les métamyélocytes et les myélocytes, qui est normalement trouvée seulement au niveau de la moelle osseuse rouge et non pas dans la circulation périphérique. On a déjà parlé des métamyélocytes et des myélocytes dans la granulopoïèse. C'est la dernière et l'avant-dernière étape avant la formation d'une granulocyte, quel que soit basophile, eosinophile ou neutrophile. Donc normalement, il grimpe dans la moelle osseuse rouge. Une myélémie inférieure à 3% n'est pas significative. Donc si on trouve une myélémie, des métamyélocytes et des myélocytes dans le sang périphérique avec un pourcentage qui ne dépasse pas 3% des leucocytes totaux, cette myélémie n'est pas significative. Par contre, si on rencontre une myélémie supérieure à 3%, cela traduit une hyperactivité médulaire. Cette hyperactivité médulaire est causée dans la majorité des cas par des infections bactériennes. L'anomalie suivante, ici c'est la troisième. La troisième anomalie, donc on a les leucémies myéloïdes aiguës et chroniques, la myélémie, et troisièmement, c'est l'anomalie de Pelger-Huet. L'anomalie de Pelger-Huet ou la maladie de Pelger-Huet est une maladie héréditaire qui est due à une altération génétique. Altération génétique, le gène altéré ou le chromosome altéré, c'est une altération héréditaire. Elle est caractérisée par des polynucléaires neutrophiles et basophiles et encore eosinophiles, caractérisés par une hyposegmentation nucléaire ou une diminution du nombre des lobules nucléaires. Vous savez déjà que les granulocytes sont caractérisés par des polynoyaux, d'où le nom polynucléaire. C'est-à-dire, le noyau des polynucléaires contient plusieurs lobes nucléaires. Les neutrophiles, normalement, contiennent plus de 3 lobes nucléaires. Les eosinophiles contiennent jusqu'à 3 lobules nucléaires. La maladie de Pelger-Huet se manifeste par une diminution du nombre des lobules ou une diminution de la segmentation nucléaire des polynucléaires. Si vous avez ici un neutrophile qui normalement doit contenir au moins 3 lobules nucléaires, il contient seulement 2 lobules nucléaires. C'est l'anomalie donc de Pelger-Huet. Des fois, on rencontre des neutrophiles avec un seul lobe nucléaire. La quatrième anomalie qualitative, c'est la maladie de Meiheglin. La maladie de Meiheglin, tout comme la maladie de Pelger-Huet, est une anomalie héréditaire où les polynucléaires neutrophiles et les polynucléaires eosinophiles présentent ce qu'on appelle des inclusions bleutées, d'une couleur bleu pâle, des inclusions bleutées appelées le corps de
Meiheglin. Ça, c'est le corps de Meiheglin. Cette inclusion intracytoplasmique est accompagnée avec des plaquettes géantes et une neutropénie. Et donc, ce sont les trois conséquences de cette anomalie héréditaire. La maladie de Meiheglin associe une inclusion intracytoplasmique appelée le corps de Meiheglin, plus l'apparition des plaquettes géantes qui ont presque la même taille des globules rouges, ce qui est bien sûr anormal, et une thrombopénie. Et finalement, la cinquième anomalie qualitative, c'est la maladie de Shediac-Higashi. La maladie de Shediac-Higashi est une anomalie génétique induisant un défaut de chimiotactisme. Ce défaut de chimiotactisme est causé par la présence de gros lysosomes, de très gros lysosomes intracytoplasmiques. La présence de ces gros lysosomes empêche les neutrophiles, les basophiles et les eosinophiles de faire le chimiotactisme, de se déplacer d'un endroit vers un autre endroit et donc d'agir contre les infections bactériennes, parasitaires ou virales. Donc la maladie de Shediac-Higashi et suite à la présence des gros lysosomes provoque un défaut de chimiotactisme et par conséquence une perturbation ou une perte de l'activité antibactérienne, antiparasitaire et antivirale. De ce fait, la maladie de Shediac-Higashi associe à la fois le défaut de chimiotactisme, des infections répétées, un albinisme partiel. Donc ici, vous avez un enfant albino, donc il a les cheveux blancs et des yeux clairs. L'albinisme, c'est une anomalie héréditaire caractérisée par l'absence de la mélanine. Et bien sûr, ce qu'on appelle l'organomégalie. On a vu déjà qu'il y en a une hépatomégalie, une splénomégalie, d'accord? L'organomégalie, c'est l'hypertrophie de plusieurs organes à la fois. L'hypertrophie de la rate et la splénomégalie, l'hypertrophie du foie et l'hépatomégalie, une association entre plusieurs hypertrophies de plusieurs tissus à la fois est appelée organomégalie. Dans la maladie de Shediac-Higashi, l'organomégalie touche le foie, la rate et les ganglions lymphatiques. Donc, on rencontre l'hépatomégalie, la splénomégalie et les adénopathies.